si nous ne parvenons pas à régler cette question d'après-guerre, c'est-à-dire nous aurions malheureusement à connaître un autre cycle de violence qui pourrait être encore interminable parce que tout le monde cherchera maintenant à tirer des dividendes par rapport à ce qui a été pendant la guerre. Toujours la vérité. Depuis 2015, les Nations Unies ont décidé de mettre en place une journée dédiée au génocide. Et nous vivons les génocides à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut en parler. Mais une autre dimension, c'est la guerre qui sévit à l'est. La guerre, pour certains, qui s'étend à la fin, parce que tous les indicateurs sont au rouge. Mais il faut parler à ces moments de l'après-guerre. Nous allons faire cette émission une réflexion pour comprendre et pour placer des jalons de perspective de ce qui doit être fait à l'est de la République démocratique du Congo. Et je vais recevoir Christophe Mouissa qui sera mon invité. Christophe, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et merci beaucoup de nous avoir conviés à ce débat. Un plaisir de parler avec vous encore des questions liées à la vie nationale. Merci beaucoup parce que vous savez que notre pays, tous les jours, ce sont des actualités qui s'accumulent. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est effectivement cette dignité de la vie humaine que nous continuons malheureusement à déplorer à chaque fois qu'il y a des cas, des cycles de violence qui continuent à se perpétrer dans la République démocratique du Congo. Nous allons faire une mise au point de ceux qui nous suivent par rapport à la situation. D'ailleurs, sur les lignes de front, sur les FARDC ont récupéré Luofu et Kassé sera récupéré dans quelques instants. Des sources confirment que l'armée se comporte très bien sur les lignes de front. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Christophe, aujourd'hui, la bataille semble un peu être assez légère. Les FARDC qui commencent déjà à progresser, de récupérer de village en village. On attendait tous cet dynamisme de l'armée. Est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers vraiment la fin de cette guerre en 23? C'est encore très précipité de parler de la confirmation d'une éventuelle fin de la guerre parce que vous savez que cette guerre a perduré et si on peut prendre en termes de temps, ça fait près de 30 ans que cette guerre a commencé et aujourd'hui elle s'est encore intensifiée, qu'il soit au niveau de l'Ituri, au niveau de la province Nord Kivu et même du Sud Kivu. Mais là où se vit aujourd'hui l'activisme de violence, c'est beaucoup plus dans la province du Nord Kivu avec cette agression rwandaise qui nous a pris aujourd'hui 3 ans et aujourd'hui quand nous voyons déjà la montée en puissance des FARDC, c'est qui nous confirme qu'aujourd'hui en tout cas tous les processus diplomatiques sur lesquels on faisait confiance ont déjà échoué et le Rwanda qui a confirmé que les accords qu'ils ont signés avec la République démocratique du Congo ne concernaient à rien le 1-23 alors que nous connaissons que le 1-23 ce sont juste des supplétifs du Rwanda et que le 1-23 à son tour à travers l'un de leurs communicateurs qui avait dit que ces engagements entre la RDC et le Rwanda ne leur concernaient pas et ce qui a donné effectivement cette faveur aux FARDC de lancer des offensives parce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des groupes terroristes qui n'ont pas effectivement des résidences et qui doivent être traités comme tels. Donc, ceux qui ne sont pas liés par le Rwanda et que la RDC ne les reconnaissent pas non plus, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on les traite de la manière la plus appropriée possible pour qu'on récupère toutes les zones aujourd'hui occupées et que nos compatriotes qui vivent en captivité soient automatiquement libérés. La moindre attaque du 1-23, une réaction des forces armées, mais on sent cette pression de l'armée sur terrain. D'un côté, il y a un génocide qui a été commis sur le sol congolais. Commis par qui exactement? Est-ce qu'on sait qui a commis les génocides sur le sol congolais? Non, lorsque on parle de génocide, il y a plusieurs causes qui poussent à ce qu'il y ait un génocide. Il y a des causes d'ordre sociologique entre les communautés, les ethnies, les tribus qui ne s'entendent pas. Et ça, malheureusement, ce sont quelques leaders qui en profitent de cette fragilité, de la naïveté ou de la manipulation de la population. Il y a d'ordre religieux avec des convictions idéologiques sur le plan des religions. Il y a d'autres par des visées des intérêts économiques et d'autres par la recherche du pouvoir politique. Il arrive effectivement à commettre de tels actes qui vont jusqu'à parler de génocide qui fait partie effectivement d'une certaine
tuerie des masses de population et qu'aujourd'hui en RDC, nous pourrions conclure que nous sommes effectivement en plein génocide parce que ça n'a jamais fini. Depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, on en compte des dizaines de millions de Congolais qui sont morts, contrairement à ces 3 autres génocides qui, qui nous ont précédés, notamment les génocides arméniens, les génocides juifs et les génocides de Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, au Congo, on compte plus de 10 millions de victimes, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les signaux montrent clairement que le Congo est en train de connaître un véritable génocide et cela est lié par le concours de plusieurs pays. Vous savez que la guerre du RCD a été considérée comme la guerre mondiale africaine parce qu'il a connu le concours de plusieurs pays, notamment le Tchad, le Zimbabwe, la Centrafrique, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Tous ces pays, effectivement, ont eu des visées économiques en RDC et ce qui a fait que les Congolais qui se retrouvent sur une terre aussi riche, en tout cas, ils se sont retrouvés victimes de toute cette richesse du sol et du sous-sol, ce qui a fait qu'ils puissent être tués. Cette guerre du 23 a eu des répercussions assez terribles sur les populations. Aujourd'hui, tout le monde est dans les camps des déplacés. Il faut maintenant parler de l'après-guerre. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place aujourd'hui pour essayer en tout cas de faire une réparation? Après les génocides, il faut une réparation. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes les pays qui comptent le plus grand nombre de déplacés internes. Nous sommes un pays qui compterait d'ailleurs le plus grand nombre de femmes violées, des veuves, des orphelins. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette mobilisation des Nations Unies parce que le Congo fait partie intégrante des Nations Unies, de l'Union africaine. Et nous avons déjà signé plusieurs conventions internationales avec les organisations à travers le monde qui doivent effectivement appuyer ces processus. Et moi, j'apprécie le gouvernement congolais qui a déjà commencé avec les FONAREV. Il y a d'autres mécanismes, notamment les PDDR-CS. Ce sont des mécanismes d'appui qui vont nous permettre effectivement d'arriver à l'après-guerre. Parce que la guerre, nous la connaissons, mais après, gérer aussi les conséquences d'après la guerre, ça pourrait encore générer d'autres sources de conflits. Raison pour laquelle nous avions demandé, d'ailleurs au niveau des Nations Unies, que nous puissions décrocher, parce que nous sommes également signataires des statuts de Rome, que nous puissions au moins décrocher sur le plan de la justice, un tribunal international pour la RDC, comme cela s'est fait avec l'ex-Yougoslavie, avec le Rwanda, au niveau de Arusha, et le Congo aussi, à travers tout ce qu'il a déjà connu, doit avoir un traitement spécial sur le plan de la justice, sur le plan de la réparation, mais également sur le plan effectivement de l'encadrement des survivants. Parce que tout cela, ils font partie des victimes, des conséquences des conflits armés. On a l'activisme des groupes armés. Où est-ce que nous allons les mettre? Qui sont aujourd'hui devenus des réservistes qu'on appelle les Wazalendo, les patriotes. Tout cela doit rentrer dans un cycle d'un programme de démobilisation, de réinsertion, mais également de réintégration socio-économique dans nos communautés. Et pour ça, il y a des volets. Le premier volet pour moi, c'est que j'espère que le gouvernement doit appuyer sur les leviers de la justice. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, les massacres de Kichiché, des Bambous et de partout, même ceux-là qui iront en dehors des frontières congolaises, ils doivent être répertoriés et être ramenés pour qu'ils répondent devant la justice. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le retour des déplacés. Comme je l'ai dit, nous en comptons aujourd'hui plus de 4 millions de déplacés. Ces gens-là doivent être indemnisés. Ils doivent rentrer dans leurs milieux respectifs. Ils doivent être indemnisés. Ils doivent reprendre la vie. Et tout cela, ça demande du temps. C'est tout un processus. Il y a des mécanismes psychosociaux. Les gens sont traumatisés. Les enfants qui ont raté les écoles, qui ont perdu leurs parents, les parents qui ont perdu leurs biens. Et tout leur projet aujourd'hui est converti à zéro. C'est-à-dire, le gouvernement, au-delà de ses efforts personnels, il doit également demander les appuis des partenaires internationaux afin qu'on puisse assainir ces processus de démobilisation et de réinsertion sociale. Si nous ne parvenons pas à régler cette question d'après-guerre, c'est-à-dire nous aurions malheureusement à connaître un autre cycle de violence qui pourrait être encore interminable parce que tout le monde cherchera maintenant à tirer des dividendes par rapport à ce qui a été pendant la guerre. Christophe Mouissa, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce moment de réflexion sur les questions cruciales du pays. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que
vous savez que vous faites un grand travail pour les pays et à travers de telles émissions, notre gouvernement saisit beaucoup d'occasions de pouvoir comprendre les enjeux socio-économiques, des enjeux sécuritaires pour qu'ils ne puissent pas commettre des erreurs que nous avions connues dans le passé. Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, de mobilisation, brassage, mixage, amnistie, intégration, et puis tout cela est revenu encore. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre des mesures de non-répétition, c'est-à-dire garantir, c'est ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Si nous ne parvenons pas à garantir la non-répétition, nous risquerons, comme j'étais en train de le dire, de connaître notre cycle de violence qui pourrait peut-être encore être très meurtrier, plus que ce dont nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous restons Kivu Morning Post, la référence des questions de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cette émission en décryptage. Merci beaucoup d'avoir surtout d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.